invité Martine Adrian Scotto, qui est maître de conférence à Nice et qui est aussi musicienne. Et elle est chanteuse de jazz et elle a mis en place dans la région des expériences vraiment intéressantes où elle mêle la perception des odeurs avec la musique. Et donc, je lui laisse la parole pour nous présenter ses travaux. Merci beaucoup Alice et merci aux organisateurs de m'accueillir aujourd'hui pour cette présentation. Donc je vais vous présenter les résultats d'une recherche qui s'est tenue à Nice et qui a impliqué 2 laboratoires différents, l'Institut de chimie de Nice et le LabCOS, le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale. Donc j'ai travaillé avec des collègues à la fois chimistes, des anthropologues et des psychologues. Alors l'origine de ce projet, il faut la chercher lorsque nous avons créé le GDR-O3. Le GDR-O3, c'est un groupement de recherche du CNRS, et O3, ça veut dire odorant, odeur, olfaction. Alors c'est mon laboratoire qui a été chargé de créer ce groupe de recherche, et nous avons décidé d'organiser des activités en différentes thématiques. Alors odeur et santé, bien sûr, physiologie de l'olfaction, etc. Et aussi odeur au pluriel et culture au pluriel, que j'ai le plaisir de co-coordonner avec d'autres collègues. Donc lorsque nous nous sommes rencontrés avec d'autres chercheurs pour créer ce groupement de recherche, eh bien j'ai eu la chance d'assister à une présentation de Roland Salès, qui est un grand spécialiste de la neurobiologie de l'olfaction, et qui a fait une présentation extraordinaire sur le théâtre odorisé. Donc il a travaillé avec des comédiens, en particulier Violaine de Carné, qui est comédienne et metteur en scène, pour créer donc, et étudier aussi ce qui se passe lors de pièces de théâtre pendant lesquelles on diffuse des odeurs. Je n'ose pas dire des parfums parce que c'est des odeurs très particulières. J'ai rencontré aussi Joël Cando, qui est donc anthropologue au laboratoire LabCOS et qui a beaucoup travaillé sur les odeurs et les interactions sociales chez Homo sapiens. Alors on ne vantera jamais assez les avantages du présentiel, puisque c'est autour d'une tasse de café que nous avons décidé de créer ce projet, mêlant la musique et les odeurs, enfin les sons et les odeurs. Alors quand j'ai commencé à regarder un petit peu la bibliographie, à savoir ce qui s'était produit dans ce domaine-là, j'ai constaté que c'était une association qui était relativement peu étudiée par les scientifiques. Il n'y avait pas beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Les tentatives expérimentales sont rares également. Je voudrais citer un spectacle aussi auquel il m'a été donné d'assister, un spectacle extraordinaire qui s'appelle Soleils intérieurs et qui a été créé par Michel Rudniska. Michel Rudniska, c'est le fils d'Edmond Rudniska, qui était un parfumeur extraordinaire et qui a créé notamment Le Sauvage de Dior et beaucoup d'autres merveilles olfactives. Alors Michel, il est non seulement parfumeur, comme son père, mais il est aussi photographe et créateur d'images de synthèse. Donc il a créé ce spectacle qui mêle à la fois les parfums, les images et la musique qui a été créée par Sylvain Menou. Et franchement, ce spectacle-là, quand j'y ai assisté, ça m'a provoqué une émotion, mais d'une intensité que je ne saurais vous décrire. Alors, je ne suis pas là pour donc parler des bienfaits de la musique et de ses applications en bien-être et santé, parce que là, il y a des grands spécialistes qui s'expriment et qui vont s'exprimer encore aujourd'hui. Moi, je vais me focaliser un petit peu plus sur les odeurs, parce que c'est un monde qui est beaucoup plus méconnu. Alors, les odeurs sont utilisées en thérapeutique pour réduire le stress, pour stimuler la mémoire. On a parlé de l'Institut Claude Pompidou tout à l'heure. Eh bien, il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là dans cet établissement. Donc, thérapie olfactive avec les odeurs en milieu hospitalier, notamment pour le réveil de malades qui sont dans le coma. Des stages de thérapie par les sens aussi qui font intervenir l'olfaction dans les prisons.
Et la rééducation de l'odorat après une anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat, ça c'est quelque chose qui a été et qui est toujours d'actualité avec la pandémie de Covid-19. Donc qu'est-ce que pouvait bien donner l'association des deux? Donc je reviens un tout petit peu sur ces deux sens, donc le sens de l'audition qui est un sens physique et le sens de l'olfaction qui est un sens chimique. Donc a priori deux sens qui fonctionnent pas du tout de la même façon. Je vous donne quelques indications très simples. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau donc du sens auditif? Eh bien par exemple quand je vous parle en ce moment, je vais déplacer des molécules d'air dans la salle. Ce déplacement des molécules d'air, ça crée une onde qu'on appelle une onde acoustique. Et cette onde acoustique, elle va venir à la rencontre de votre oreille. Donc d'abord, elle va être captée par l'oreille externe. Le signal va être amplifié dans l'oreille moyenne. Et ce signal va arriver ensuite dans l'oreille interne. Et dans l'oreille interne, il va se passer un phénomène qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire que le signal de mécanique qu'il était au départ va devenir électrique par le biais des cellules auditives. Donc c'est un phénomène assez extraordinaire. Et ensuite, ce signal va être interprété par le système nerveux central. Il va donc atteindre différentes régions du cerveau. Alors, en ce qui concerne l'odorat, ça ne marche pas du tout de la même façon. Au départ, vous avez des molécules odorantes qui sont des petites molécules. Vous avez un exemple là sur l'écran avec la carvone. La carvone, alors quand on la sent, donc chez l'humain, ça donne une odeur de menthe verte. Alors ces molécules, elles vont venir à la rencontre de l'épithélium olfactif. Et là, j'ai pris un exemple. Quand vous dégustez un verre de vin, par exemple, eh bien, vous allez d'abord sentir le vin qui est dans le verre. Donc, vous allez avoir une perception olfactive avec ces petites molécules qui vont rentrer dans le nez et se mettre au contact de l'épithélium olfactif. Ça, c'est une voie qu'on appelle orthonasale. Et puis ensuite, vous allez goûter le vin. Donc, vous allez avoir également un dégagement de molécules odorantes par l'arrière, donc par ici. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle la voie rétronasale, et c'est ce qui va créer en fait l'arôme. Donc voilà, ici, la voie directe et la voie donc rétronasale, pardon, ici. Ça va pesantir trop. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la physiologie de l'olfaction, mais simplement, vous voyez, alors ça j'ai besoin de montrer par contre, voilà donc le mucus de l'épithélium olfactif, et vous voyez que dans ce mucus, vous avez des petits cils qui baignent. Ces cils sont à la terminaison des neurones olfactifs. Donc ce sont sur ces cils que se trouvent les récepteurs qui vont capter les molécules odorantes. Et ensuite, eh bien, le signal va être transformé en un signal électrique qui va parvenir ensuite au cerveau. Alors les chiffres clés de l'odorat, vous les voyez ici. La muqueuse olfactive, c'est pas très grand, ça fait entre 2 et 3 cm². Chez l'humain, on a entre 350 et 400 récepteurs olfactifs qui sont activés, 5 à 10 millions de neurones olfactifs qui sont renouvelés tout au long de la vie. Et en théorie, on aurait la possibilité de discriminer plusieurs milliards de molécules différentes, d'odeurs différentes. Alors, qu'est-ce que ça peut bien donner quand on associe l'odorat et l'ouïe? Eh bien, chez l'individu, on s'attend à trouver un certain nombre de ce qu'on appelle des produits perceptifs, c'est-à-dire à la fois un comportement particulier, une expression verbale et des réponses physiologiques. Donc, quand on aborde ce genre de problème en recherche, eh bien, il faut faire très attention parce que là, on touche à la multisensorialité et ce qu'on appelle le tropisme multisensoriel, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte de forces inconscientes qui poussent
l'individu à agir d'une certaine façon. Un exemple que j'ai pris, c'est encore avec le vin, bon c'est un peu festif, mais une expérience qui a été conduite par mon collègue Joël Cando, avec tout un jury d'œnologues réputés, auquel on a soumis du vin à tester, mais c'était du vin blanc coloré en rouge. Et bien là, on s'est aperçu que les tout grands spécialistes qu'ils étaient, ces œnologues ont utilisé les descripteurs de vin rouge pour décrire les vins blancs. Donc ils se sont laissés abuser par la couleur. Et puis par ailleurs, on peut dire que la perception olfactive, elle est intimement liée au contexte, tout ce qui est l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement socio-culturel. En effet, vous n'aurez pas les mêmes sensations chez les Asiatiques, par exemple. Ça, ce sont des études qui sont menées aussi par des collègues du LabCos avec des études dans différents pays. Les ressentis olfactifs ne sont pas du tout les mêmes chez des personnes de différentes cultures. Voilà, donc au début, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on s'est dit comment on va faire pour organiser quelque chose, une recherche. Eh bien, on va organiser un concert pendant lequel on va diffuser des parfums, tout simplement. Et le côté recherche, ça sera par le biais d'un questionnaire que j'avais mis au point d'abord avec un collègue anthropologue, Arnaud Alloy. Et ensuite, donc, on a modifié un petit peu ce questionnaire avec d'autres collègues psychologues. Donc, en tout, on a organisé 10 événements entre la fin de l'année 2014 et le début de l'année 2020. Pour la musique, on a choisi un quartet de jazz, donc de la musique live, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de la musique complètement analogique. Et pour les mélanges odorants, eh bien, leur conception a été confiée à 2 parfumeurs professionnels de l'entreprise Expression Parfumée à Grasse, donc qui ont créé 4 parfums, donc Vincent Ricor et Stéphane Coez. Donc on a obtenu les premiers résultats à la fin de l'année 2014 après 2 concerts organisés à l'université au parc Valrose, faculté des sciences, et à Grasse, au musée international de la parfumerie. Le procédé de diffusion, il était tout simple, je vous ai dit, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc on a utilisé des ventilateurs. Devant ces ventilateurs étaient disposés des touches à parfum, des éventails que j'avais réalisés moi-même avec des mouillettes en fait de parfumeurs. Sur ces mouillettes, donc on vaporisait le parfum et ensuite on disposait les éventails devant les ventilateurs. Et on avait comme ça un certain nombre de parfums, en tout il y en avait 4, qui étaient diffusés à différents moments du concert. Donc le questionnaire, je l'ai dit, a été établi avec le laboratoire LabCos. Dans ce questionnaire, on posait un certain nombre de questions pour cerner un petit peu l'auditoire, en termes de sexe, de tranche d'âge, d'activité professionnelle, d'auto-appréciation de l'odorat, de pratique musicale, de fréquence de l'écoute musicale, de fréquence de l'écoute du jazz aussi, et connaissance de l'histoire du jazz. Alors on avait des questions pour évaluer l'impact de l'odorisation, avec des appréciations positives, des appréciations négatives et des appréciations générales. On a eu un certain nombre de réponses, et je remercie les collègues du LabCos qui m'ont aidé à faire les statistiques dessus. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc on avait un peu plus de femmes que d'hommes. Les tranches d'âge, c'était assez uniformément réparti, donc pour ces premières expériences. Situation professionnelle, on avait à peu près la moitié d'actifs, des étudiants, des retraités. L'auto-évaluation de l'odorat, ça c'était assez amusant parce que on s'aperçoit que la plupart des personnes considèrent qu'elles ont un très bon odorat ou un bon odorat. Pratique musicale, on avait un petit quart de personnes qui pratiquaient la musique. En ce qui concerne l'écoute musicale, on en avait beaucoup plus. Vous voyez ici, beaucoup de gens qui écoutent la musique tous les jours,
ou souvent. Pour le jazz, bon, bah, c'était, disons, partagé. Connaissance de l'histoire du jazz aussi. Je passe rapidement. Appréciation du plaisir de l'écoute musicale. Donc là, on avait une grande majorité de personnes qui ont apprécié donc, la musique. Est-ce que les émotions étaient intensifiées? Donc là aussi, on avait des résultats qui montraient que les émotions étaient assez intenses. En ce qui concerne la diffusion des parfums, mais ça a été également assez positif. Est-ce qu'on a perturbé l'écoute musicale? Ça, c'est pour le côté question négative. Donc, une grande majorité ont répondu non. Et incommodé par la diffusion des parfums, pareillement. Donc, on peut considérer que le concert parfumé a été largement apprécié. Là, je vais passer assez rapidement parce qu'on a croisé donc les critères avec les critères d'appréciation positive, critères de sexe notamment, appréciation négative. Donc on s'est rendu compte que finalement il y avait très peu de différence entre hommes et femmes au niveau de toutes les réponses. Ce qui rejoint d'ailleurs les résultats qu'on trouve dans la littérature, puisque ce que l'on sait, c'est qu'il y a peu de différence, contrairement peut-être à une idée reçue, entre la perception olfactive des hommes et des femmes. Tout au plus a-t-on constaté que les femmes étaient plus aptes à analyser la composition des odeurs. Donc, elles identifient mieux les odeurs que les hommes. Le croisement de l'atlas d'âge, on n'a pas vu d'influence. Pareil pour l'auto-évaluation de l'odorat. Pour la fréquence de la pratique musicale, donc on avait un semblant de résultat où il semblait que les musiciens appréciaient un peu plus la diffusion des parfums. Alors, en ce qui concerne le plaisir de l'écoute grâce à la diffusion des parfums, l'augmentation du plaisir d'écoute, il était plus sensible dans le cas des personnes qui pratiquent la musique tous les jours. Ça, il n'y avait pas trop de différence. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui écoutent beaucoup de musique auraient ressenti des émotions plus intenses grâce à la diffusion des parfums. Donc ça, c'était les résultats préliminaires. Voilà, donc là, il n'y avait pas d'influence. Et on a souhaité, bien sûr, poursuivre les investigations. C'est pour ça qu'on a organisé d'autres concerts. En tout, donc sur les 8 autres, on n'a pu exploiter les résultats que de 5 de ces expériences. Parce que c'est pas toujours facile au niveau de la diffusion des parfums dans les salles, parfois c'est pas satisfaisant, ou au niveau acoustique aussi, on n'était pas toujours au top, donc on a retenu uniquement 5 concerts sur les 8 autres. Donc là vous voyez, on avait aussi les mêmes critères pour le sexe, la tranche d'âge, l'activité, etc. Donc là on avait plus de femmes que d'hommes. La tranche d'âge, eh bien, en fait, on a eu quand même pas mal de personnes retraitées à ces concerts. Donc, on avait une majorité de personnes après 50 ans. Bon, ça, c'était pour la situation professionnelle. Ben, ça rejoint ce que je vous disais. On avait beaucoup de retraités. Des gens qui quand même écoutent pas mal la musique. Pour l'écoute du jazz, bon, c'était également réparti, comme vous pouvez le voir. Et on s'est retrouvé également avec un petit quart de personnes qui pratiquaient la musique, exactement comme dans les cas des premiers concerts. Alors c'est là que ça devient intéressant aussi. Différence au niveau du plaisir ressenti. Le niveau de plaisir provoqué par la musique. Donc vous voyez, c'est la couleur orange pour fort, jaune pour moyen et bleu pour très fort. Donc ça a été vraiment des émotions intenses. Niveau de plaisir provoqué par les parfums. Donc là, on n'a pas tout à fait la même répartition. On a à peu près 50% de gens qui ont apprécié les parfums, on va dire moyennement. Et 25% qui ont eu un plaisir fort avec les parfums. Ce plaisir provoqué par la musique, il a été légèrement plus grand. Alors, je vais distinguer. Donc, plaisir provoqué par la musique d'une part, légèrement plus grand chez les hommes que chez les femmes,
et la diffusion des parfums pendant le concert. Donc les femmes ont été un peu plus nombreuses que les hommes à ressentir un réel plaisir. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont plus performantes dans la détection, aussi l'analyse des parfums, donc elles ont mieux déterminé le nombre de parfums qui étaient diffusés parce qu'on ne donnait pas cette indication pendant le concert et on demandait aux personnes combien de parfums elles avaient senti. Donc les femmes ont été plus performantes à ce niveau-là. L'influence de la pratique musicale, cette fois-ci, on n'a pas pu la détecter, mais voilà, le résultat, c'est que les personnes qui écoutent souvent de la musique ont ressenti des émotions plus intenses que celles qui n'en écoutent pas ou peu. Et c'était encore plus marqué chez ceux qui écoutent souvent du jazz. Pour le plaisir provoqué par les parfums, eh bien, c'était plus intense chez les personnes qui écoutent souvent de la musique. Donc là, on touche vraiment à la multisensorialité. Naturellement, pour continuer ce travail, il fallait poursuivre des investigations en laboratoire, de façon à mieux maîtriser les paramètres. Donc ça nous a pris du temps parce qu'il a fallu donc obtenir l'équipement d'une salle d'analyse sensorielle, chose qui est faite à présent, à la Maison des sciences de l'homme et de la société Sud-Est. Donc nous disposons d'une salle au sein de la plateforme technologique de la complexité et de la cognition. Et dans cette salle, nous pouvons faire de l'acquisition de données sur le comportement et aussi sur l'activité électrophysiologique. Donc c'est une salle multicomportementale. On peut diffuser de la musique et on peut diffuser des odeurs dans cette salle. Donc parmi les critères physiologiques, par exemple, il y a la conductivité électrodermale, le pouls, le rythme cardiaque. On a aussi la reconnaissance faciale et l'oculométrie, c'est-à-dire le mouvement des yeux. Donc actuellement, nous avons une thèse en cours d'une jeune doctorante qui s'appelle Roxane Bartoletti sur le thème environnement et multisensorialité, l'union de l'odorat et de l'écoute musicale au service du bien-être et de la performance cognitive. Et elle a commencé donc ses travaux avec 2 groupes de personnes, un groupe d'adultes jeunes et un groupe d'adultes âgés. Donc là, c'est un petit peu le début. Naturellement, la pandémie a beaucoup ralenti ce travail parce qu'on ne pouvait pas mener les expériences en laboratoire. Vous imaginez bien comme on voulait. Et je voudrais terminer cet exposé en insistant sur l'intérêt et sur l'importance d'associer les sciences dites dures, donc la physique, moi je suis physicienne, la chimie, j'ai travaillé avec des chimistes pour les odorants, et puis également les sciences humaines, donc avec le petit signe qu'on se fait actuellement, voilà, les sciences humaines, donc les psychologues, les anthropologues avec qui j'ai pu travailler, ça a été un réel plaisir et je les remercie encore ici. Merci pour votre attention.